pour BFM TV, nous en rejoint sur ce plateau. Maneli Mirkan, bonjour, merci d'être là. Vous êtes experte en sécurité internationale franco-iranienne. Marie-Laure Buisson, colonel de réserve de l'armée de l'air et auteur du livre Espionne, 6 agents secrets d'exception. Et puis Stéphane Bureau, notre consultant États-Unis, nous a rejoint. Je commence avec vous, Stéphane. Ces dernières déclarations de Donald Trump, c'est un aveu de faiblesse. Comment on peut lire cet appel à une coalition pour sécuriser et débloquer Hormuz? Alors d'abord, si on posait la question au président, il dirait surtout pas. Certainement pas. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Je pense que c'est le reflet de ce qu'ils ont très mal anticipé ce qui allait se passer. Je suis dubitatif à l'idée de voir les Chinois se ranger aux côtés des marines occidentales pour libérer le Golfe, d'autant que les bateaux chinois pour l'instant passent au compte-gouttes, mais ils passent. Et puis, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a depuis hier, depuis le Japon, là où mouille la 7e flotte, un bateau, le USS Tripoli, qui est parti avec à son bord des Marines. C'est un micro porte-avions, plus petit, avec à son bord 20 F-35B, mais surtout des Marines qui ont pour seule vocation à établir des têtes de pont. On ne déplace pas 5000 Marines à moins d'avoir envie de s'installer quelque part. Alors ce quelque part, est-ce que ça sera les berges iraniennes du détroit d'Ormuz pour sécuriser par une zone tampon? Alors quand on combine cette information, et c'est pas virtuel, ils sont partis, ce petit groupe aéronaval vogue vers le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et puis le fait que depuis une semaine, il n'y a plus d'exercice auprès de la 82e brigade aéroportée à Fort Bragg en Caroline du Nord, et c'est l'autre élément qui serait mobilisé parce que c'est le fer de lance du déploiement rapide des États-Unis. Alors on parle de parachutistes, mais si on combine les deux actions, on voit que se dessine à l'horizon un scénario où alors est-ce que c'est pour aller étrangler la production iranienne, ce qui pourrait être un scénario aussi, donc occuper les lieux de la production, créer une zone tampon, des zones tampons, pour que la marine militaire, elle, puisse faire son boulot. Parce que depuis 10 jours, depuis le 3 mars, la marine refuse absolument d'écouter ce que le président dit. Et M. Wright, qui est le secrétaire de l'énergie, disait hier, nous aurons les moyens dans quelques semaines. Donc on est très très loin de cet appel à mobiliser la marine la semaine dernière et de rétablir immédiatement, comme par magie, la circulation dans les détroits d'Ormuz. Général Pellistrandi, vous voyez la même manœuvre en quelque sorte? Oui, il faut bien comprendre qu'il est aujourd'hui impossible, même pour l'US Navy, de sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est juste impossible. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, les Iraniens disposent d'outils asymétriques, c'est-à-dire les drones aériens, les drones maritimes, et donc la prise de risque est trop importante à la fois pour les bâtiments de l'US Navy, et puis de toute façon pour un élément très simple, c'est qu'aucun armateur sérieux ne risquera un bateau s'il n'a pas la garantie de sécurité. Les bateaux chinois et les bateaux indiens, il y a deux pétroliers indiens qui sont passés aujourd'hui parce qu'il y a eu des garanties par l'Iran. Mais autrement, on est dans un système, il faut bien comprendre que le détroit d'Ormuz, c'est comme une ligne de métro, ça passe tout le temps. Donc on ne peut pas un coup oui, un coup non. Les grands armateurs, donc je pense à MSC, CMA, CGM, propriétaires de BFM, ne peuvent pas risquer d'avoir des lignes maritimes qui n'ont pas une garantie de sécurité absolue. Donc pour le moment, l'US Navy n'est pas capable de remplir cette mission. Et ça dit que c'est eux qui contrôlent le jeu. Exactement. Les Iraniens rappellent à tous que c'est eux qui décident qui passe et qui ne passe pas. Et c'est exactement ça, parce qu'il semblerait en fait que certains aient oublié que même si les Iraniens ne sont pas ceux qui ont inventé le jeu d'échecs, en tout cas ils l'ont ramené chez eux et ils l'ont largement popularisé dans tout le Moyen-Orient et ensuite dans le monde entier. Et ce sont de remarquables joueurs d'échecs parce que, en effet, pour l'instant, on a le sentiment quand même que ce sont eux qui ont la main, puisqu'ils ont les yeux rivés sur le détroit d'Ormuz qu'ils contrôlent. Et d'ailleurs, ce matin, ils ont envoyé un signal extrêmement fort à la communauté internationale en laissant passer 3 navires, 2 navires indiens et un navire chinois, donc qui allaient très clairement vers l'Asie, ravitailler probablement les Chinois qui sont les alliés des Iraniens et notamment qui les aident avec leurs systèmes satellites déployés qui sont extrêmement performants et puissants. Et donc le message, ça a été, écoutez, 1, c'est nous qui décidons qui passe, et puis 2, voilà, on aide nos amis et ça se passera comme ça. Et il suffit simplement, vous savez, les Iraniens disposent de 6000 mines. 6000 mines maritimes qu'ils peuvent déployer dans le détroit d'Ormuz. Il suffit qu'ils déploient ne serait-ce que
5%, c'est-à-dire 300 mines, et c'est terminé, c'est un carnage. Et le détroit d'Ormuz serait fermé pendant 3 mois, ça voudrait dire qu'il y aurait 1,380 milliard de barils de pétrole qui ne seraient plus mis en circulation dans l'économie mondiale. Vous imaginez le Et carnage. ce qu'ils font en ce moment est beaucoup plus efficace, Et oui. qui est de choisir. Et Parce ils que choisissent, ils là, disent, au c'est moins, nous qui avons la main. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le régime de Téhéran cet après-midi, ce que nous rapportait Siavosh Ghazi, le correspondant de France 24 et RFI sur place. C'est simple, le détroit d'Ormuz est fermé aux pays ennemis. Il est ouvert à nos alliés, c'est ce qu'a déclaré très clairement Téhéran cet après-midi. Par ailleurs, on apprend à l'instant que des drones ont causé à nouveau des dégâts sur un site militaire américain, cette fois-ci au Koweït. Et là aussi, ça renforce une déclaration des autorités iraniennes cet après-midi qui ont annoncé qu'elles allaient frapper les intérêts américains dans la région. Les intérêts américains, effectivement, et les ports, ils ont nommé 4 ports en fait aux Émirats arabes unis, et ils ont appelé la population à vider ces ports, un peu en miroir de ce que les Américains ont fait il y a 2 jours, en disant qu'ils souhaiteraient nettoyer en fait les ports iraniens de toute installation militaire. J'aimerais en revanche revenir sur ce que vous disiez sur ces parachutistes. Je pense que le plan le plus probable avec ces parachutistes, c'est l'île de Khark, en fait, qui a été effectivement nettoyée massivement de ses capacités militaires. Prendre le contrôle de l'île de Khark, ça rentrerait dans cette confrontation dans le détroit qui effectivement est impossible J'y crois pas trop. Vous n'y croyez pas? Non, j'y crois pas trop parce que la position de l'île de Khark, elle est quand même très au fond du Golfe. On va remettre une carte de la région pour mieux comprendre, effectivement. Pour situer cette île iranienne pétrolière. On va regarder dans un instant. Donc en fait, il faudrait faire d'autant plus que dans les images que l'on a vues des frappes cette nuit, la piste de l'aéroport de l'île de Khark a été touchée à plusieurs reprises. Ce qui veut dire que on ne peut pas poser. On ne peut pas faire un posé d'assaut, par exemple, avec des parachutistes. Donc je pense que ce serait une opération extrêmement risquée. D'abord, même la 82e Airborne, donc cette unité parachutiste, c'est celle qui s'est couverte de gloire. Sur les Green Berets, c'est ça? Oui, à Sainte-Mère-l'Église. C'est bon. Aller là-bas, sachant que quand vous faites une opération aéroportée, il faut très vite pouvoir ravitailler les forces qui ont été aéroportées. Et donc c'est un véritable... donc il faudrait un pont aérien majeur. En général, on voit où est située cette île pour que tout le monde visualise où elle est située. Voilà. Et donc elle est quand même juste en face des côtes iraniennes. Donc les Iraniens pourraient facilement en fait taper avec de l'artillerie la plus classique. Et puis il y a les installations pétrolières. C'est-à-dire que Donald Trump s'est vanté d'avoir détruit toutes les installations militaires de l'île de Khark, peut-être, mais si on détruit les installations pétrolières, on sait que dès qu'on touche au pétrole, le prix, le prix du baril, là, on touche aux installations pétrolières de l'île de Khark, là. Le prix du baril, il atteint les $150 en quelques heures. Alors effectivement, moi je pense qu'ils ne toucheront pas aux installations et ce serait une erreur monumentale que de toucher vraiment, d'attaquer les installations. Merci pour les éclairages point de vue militaire parce qu'effectivement, j'ai pas cette expertise. En revanche, point de vue stratégique, il faut savoir que les Iraniens, depuis les dizaines de jours où le détroit est bloqué, transitent quand même 1 million de barils eux-mêmes en exportation pétrolière. Et donc, dans cette confrontation, en fait, de dire c'est nous qui contrôlons de manière sélective ce qui se passe, les Américains pourraient dire on vient sur votre terminal en fait d'exportation et donc c'est nous qui contrôlons votre pétrole. Donc c'est un peu ce jeu de qui a le contrôle de finalement la sortie du détroit, pas le détroit même, mais la sortie du détroit d'Ormuz. Et on retourne tout de suite sur le terrain, on part à Téhéran, retrouver Siavosh Ghazi, le correspondant de France 24 et RFI sur place. Siavosh, avec de nouvelles frappes ces dernières heures sur la capitale Téhéran, mais aussi sur la ville d'Ispahan. Absolument. Les frappes à Téhéran, c'est surtout, elles sont surtout concentrées sur les quartiers périphériques de l'ouest et du sud de Téhéran, donc assez loin de là où je me trouve. Donc on entend des détonations venant de très loin. Là, il y a une concentration de bases et d'installations militaires, donc des différentes forces armées iraniennes, notamment les gardiens de la Révolution, des installations qui ont été touchées et visées depuis le début de la guerre de manière très puissante.
puissante. Et donc cela continue encore ce soir. La ville de Téhéran, contrairement à hier, le centre de Téhéran n'a pas été visé depuis donc hier soir. Et donc la situation est plutôt calme. On assiste à une reprise progressive de la vie puisque de nombreux magasins ont réouvert aujourd'hui avec de nouveau une circulation automobile qu'on voit dans les rues de la capitale. Et donc un retour progressif à la vie qu'on constate ici à Téhéran. Siavosh, le régime aussi qui menace de frapper les intérêts américains dans la région. Absolument. Il y a donc tout d'abord une réaction aux déclarations du président Trump. Un responsable militaire dit si les Américains osent venir près du détroit d'Ormuz, qu'ils n'ont qu'à le faire et ils verront ce qui va se passer. Et de son côté, le ministre canadien des Affaires étrangères a déclaré que le détroit était ouvert au trafic maritime, mais pas pour les navires et les pétroliers des ennemis et de leurs alliés. Donc une petite ouverture parce qu'on sait que deux pétroliers indiens ont pu traverser le détroit avec l'autorisation de l'Iran. Et donc en contrepartie, l'Iran a obtenu le relâchement de 3 navires qui avaient été saisis par l'Inde, conformément aux sanctions américaines. L'Iran menace aussi de frapper les intérêts américains dans la région et a déjà frappé ses intérêts puisque 2 succursales bancaires de la Citibank, une très importante banque américaine, ont été visées à Dubaï et à Manama, et donc des frappes directes. L'Iran demande aussi au personnel de ces banques, des banques américaines, de ne plus se rendre au travail et aux gens de s'éloigner des succursales bancaires américaines, parce qu'il y a eu 2 frappes contre 2 banques iraniennes avec donc de nombreux employés et donc les clients qui ont été tués. Et donc le ton monte et l'Iran n'est pas prêt visiblement à céder. Et enfin, une dernière chose, à Téhéran, les médias se moquent des déclarations des responsables américains, notamment cette déclaration du président Trump, mais aussi de Pete Hegseth hier, qui avait affirmé que le détroit a été ouvert, mais il y avait un petit problème parce que l'Iran lançait des missiles contre les navires. Voilà, il y a de plus en plus de moqueries à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias iraniens sur les différentes déclarations américaines, notamment le président Trump. Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Olivier Ravanello, 15 jours de guerre, des déclarations quasi quotidiennes de Donald Trump ou même côté israélien qui explique que la phase est décisive, qu'on va finir le boulot. Et en même temps, on le voit tous les jours, une riposte iranienne. À l'instant, donc au Koweït, des drones qui ont causé des dégâts près d'un site militaire américain. On l'a vu aussi aux Émirats avec des installations pétrolières qui sont visées. Le régime tient et le régime se défend. Oui, mais le régime tient de plus en plus grâce à ces drones, en fait. Et on l'avait vu, on l'avait analysé lors du conflit ukrainien, mais je trouve que dans ce conflit-là, singulièrement, on voit à quel point le drone est en train de complètement changer les différentes approches stratégiques. Certes, l'Iran peut continuer à tirer des missiles sur Israël, mais qu'est-ce que ça change, en fait? Stratégiquement, militairement, ça ne change rien. Ce n'est pas, quand bien même, au bout d'un moment, quelques missiles vont peut-être finir par passer, ce ne sont pas ces missiles-là, longue portée, extrêmement impressionnants, qui vont renverser le rapport de force avec Israël, qui va déstabiliser l'effort de guerre israélien. Ça ne changera rien. Ce qui potentiellement est en train de changer le rapport de force, c'est l'utilisation des drones dans un espace beaucoup plus limité qui est celui du Golfe, avec des adversaires qui sont à portée de tir à 100 km au maximum, et un effet de nuisance incroyable, qui est un effet de nuisance sur la planète entière. Donc on voit bien que la stratégie des Iraniens de plus en plus, c'est de transformer cette guerre en une guerre du détroit d'Ormuz, et que ça devienne la guerre du détroit d'Ormuz. On poursuit cette édition spéciale dans quelques instants. Nous irons notamment en direct d'Israël, puisque l'État hébreu a subi de nouvelles frappes. La suite de notre édition spéciale, on prend tout de suite la direction de l'État hébreu, Israël, qui a vécu de nouvelles alertes anti-aériennes, anti-missiles ces dernières heures. On vous retrouve, Alizé Boissin, vous vous trouvez à Haïfa avec plusieurs villes dans lesquelles les sirènes d'alerte ont retenti aujourd'hui.
Absolument, c'est même dans tout le pays, du nord au sud, en passant par le centre d'Israël. D'abord, il y a eu cet après-midi des explosions entendues au-dessus de Jérusalem. Et puis, dans le sud, dans la grande ville d'Eilat, il y a eu des blessés à cause de l'interception d'un missile iranien. 2 personnes ont été blessées. D'abord, un jeune garçon de 12 ans, mais aussi un homme de 39 ans qui ont été pris en charge par les secours. Et puis, du côté de Haïfa, pas très loin de là où on se trouve avec Hortense Gérard, l'armée israélienne rapporte qu'il y a eu des tirs de roquettes depuis de la part du Hezbollah. Donc vous le voyez, une journée sous haute tension. Et puis aussi, on peut vous rapporter cet autre événement dans le centre d'Israël. Il y a eu également un missile iranien qui a été intercepté et qui a aussi fait des dégâts matériels avec des incendies de bâtiments. Ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Et puis, Israël communique aussi sur les frappes qu'elle réalise du côté de l'Iran. Ils ont tweeté, par exemple, ça en expliquant qu'ils avaient mené près de 200 frappes sur des installations en moins de 24 heures sur l'Iran. Donc vous le voyez, au 15e jour de guerre, les tensions ici sont toujours extrêmement fortes. Alizé Boissin avec Hortense Gérard en direct d'Haïfa. On va réécouter aussi ce qu'a dit Israël Katz, c'est le ministre israélien de la Défense. Il a parlé d'une phase décisive de la guerre. La lutte mondiale et régionale contre l'Iran, menée par le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'intensifie et entre dans une phase décisive qui se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Je félicite le président Trump pour le coup dur que l'armée américaine a porté hier soir à l'île pétrolière iranienne. C'est la réponse appropriée aux champs de mines du détroit d'Ormuz et aux tentatives d'extorsion du régime terroriste iranien. Marie-Laure Buisson, phase décisive d'un conflit, c'est de la communication politique, de la communication militaire destinée à l'opinion mondiale et israélienne, où on est vraiment, après 15 jours, au fond dans une nouvelle phase qui s'ouvre. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en matière de guerre, chaque jour est à nouveau une phase décisive. Chaque matin, quand le soleil se lève, c'est une phase décisive, puisqu'on ne sait pas où on en est. Bon, les Israéliens ont clairement décidé que maintenant, il était temps de jouer leur va-tout. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé au sud du Liban, aux habitants du sud du Liban, de partir du sud du fleuve Litanie. Ils ont d'ailleurs augmenté cette zone tampon en la poussant encore 15 km plus au nord jusqu'au fleuve Azari, et ils ont clairement l'intention de piloter, ils le font, ils bombardent le sud du Liban. C'est un drame pour les Libanais. Il y a maintenant pratiquement 860 000 déplacés, c'est-à-dire ce week-end ça fera à peu près 1 million de déplacés, juste pour que nos téléspectateurs comprennent. C'est un peu la même chose que si en France il y avait 10 millions de personnes qui se situent au sud de la Seine, qui étaient déplacées vers le nord, exactement, à l'échelle du pays, vers le nord de la Seine et vers le nord, les départements du nord de la France. C'est la même chose. C'est comme si on déménageait 10 millions de Français. C'est absolument incroyable. Et je dois dire que le Liban est un pays martyr. C'est dramatique. Ils ont pratiquement 1000 morts. Bon, voilà, c'est la guerre qui continue et ils sont... des dommages, pardon pour l'expression qui est affreuse, des dommages collatéraux de cette guerre, puisque évidemment Israël veut en finir, et on peut le comprendre, avec le Hezbollah et avec le successeur de Nasrallah là-bas, qui est toujours aussi déterminé, Naïm Kassem, qui veut la fin d'Israël et qui est toujours aussi guerrier dans son vocabulaire. Maneli Mirkan, 826 morts, donc précisément selon le tout dernier bilan donné par les autorités au Liban. Il y a cette guerre qui s'est ouverte finalement sur plusieurs fronts dont on parle ici en plateau, des fronts voulus par l'Iran en fait, puisqu'on l'a dit, c'est une guerre dissymétrique. Donc il y a la guerre que mènent les États-Unis et Israël contre l'Iran. Il y a le front qu'a ouvert Israël au Liban pour lutter contre le Hezbollah. Et il y a l'Iran de son côté qui se défend en menant une guerre, en faisant du détroit d'Ormuz une autre guerre, un autre front. Est-ce qu'Israël et les États-Unis vont continuer à marcher dans le même sens face à l'Iran finalement qui emploie des méthodes détournées, qui utilise notamment ces drones, ces missiles? Alors effectivement, vous l'avez dit, la stratégie de l'Iran, c'est de disperser la guerre. C'est vraiment d'aller chercher, on l'a bien vu aussi en attaquant notre base, en fait, en Irak aussi, c'est d'aller chercher des réactions, d'aller chercher des contreparties qui dispersent cette guerre. Les 3 proxys qui lui restent, le Hezbollah, des proxys en Irak et les Houthis qui pour l'instant sont calmes mais qui pourraient aussi se réactiver à tout moment. Donc il y a effectivement cette dispersion. En revanche,
moi, il me semble que la force, en fait, la coalition israélo-américaine reste concentrée, même s'il y a eu ce front un peu dans le détroit d'Ormuz qui a pris énormément de place pour les Américains, parce que c'est les Américains qui gèrent un peu schématiquement le sud de l'Iran et les Israéliens qui gèrent un peu les cibles précises au nord de l'Iran et notamment dans les villes comme Téhéran, Ispahan, Mashhad, etc. J'ai l'impression que les Israéliens ont gardé vraiment leur stratégie, leur concentration sur les cibles et qu'aujourd'hui, finalement, je perçois une espèce de convergence dans les objectifs des deux parties. Pourquoi ? Je pense que les Américains sont en train de réaliser que l'objectif premier, qui était même le nucléaire pour eux aujourd'hui, ne peut pas être réalisé à moins de passer par un objectif plus global, comme les Israéliens, qui convergerait vers le changement de régime, parce que c'est militairement très difficile. Militairement difficile d'aller récupérer ces stocks d'uranium, qu'ils ont bougé d'ailleurs, militairement difficile de gagner dans le détroit d'Ormuz. Donc finalement, en fait, cet objectif des Israéliens qui semblait lointain aux Américains, qui était le changement de régime, devient une espèce de priorité absolue pour pouvoir gagner sur les autres